Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la République a reçu ce matin le Premier ministre somalien. Et dans l'actualité internationale, le Parlement irakien ordonne un nouveau décompte des voix. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui donc en fin de matinée au Palais de la République le Premier ministre de la République fédérale de Somalie, Hassan Ali Khairé, en séjour officiel à Djibouti. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir, ont été donc évoqués au cours de cette rencontre. Ali Abdullahi est avec nous pour nous en dire plus. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors, quels ont été les principaux points abordés lors de ces discussions entre le chef de l'État et le Premier ministre somalien, Ali? Donc le Premier ministre somalien Ahmad était arrivé hier après-midi dans la capitale Djibouti-ville à la tête d'une importante délégation ministérielle comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale somalien Ahmed Issa Awad, le ministre de la télécommunication et des postes Abdi Ashur Hassan, le ministre de la Défense et bien d'autres, le ministre de la Défense et plusieurs parlementaires somaliens. Il est à rappeler que les discussions ont ensuite été axées sur la nature des investissements que la République de Djibouti est à même d'injecter dans le processus désormais entamé de reconstruction de la République fédérale de la Somalie. Il est également à noter qu'avec la célèbre conférence de paix Ahmad et de réconciliation somalienne d'Arta, la République de Djibouti est à l'origine de la reconnexion de ce pays avec la gouvernance étatique. Elle est aussi à travers ces différents contingents engagés au sein de la MISOM contributeur essentiel du regain de stabilité globale avec laquelle la Somalie a renoué ces derniers temps. La stabilité, elle est désormais également conviée à prendre activement part au processus de reconstruction de ce pays frère, notamment par le biais d'investissements sur des différents secteurs et économiques. Le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé a remercié Ahmad, le chef de l'État, lors de cette audience pour son soutien et sa solidarité. Il avait fait donc une interview juste après cette audience, déclarant à la presse à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, le Premier ministre somalien a évoqué a fait le tour d'horizon sur la raison de sa visite et les sujets essentiels avec le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, cette visite intervient, a-t-il indiqué, dans le cadre de renforcement des relations et de coopération qui existent entre les deux pays, surtout en matière de sécurité, mais aussi les moyens pour aider la Somalie à se reconstruire et à reconquérir sa place dans la région. Le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé a dit avoir également mis à profit cette rencontre avec le chef de l'État, combien le peuple somalien seront toujours reconnaissants à son égard et les sacrifices des contingents djiboutiens qui participent à la mission de la MISOM pour le retour de la paix en Somalie. Le gouvernement somalien apporte leur soutien aux dirigeants djiboutiens et ils sont prêts, a-t-il indiqué, à travailler avec les autorités djiboutiennes pour consolider davantage la coopération entre les deux pays. Et pour sa part, le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamil Mohamed, qui a assisté à cette audience, nous a fait un point de presse sur le contenu des discussions. Je vous propose de le suivre. Le Premier ministre somalien est arrivé à notre invitation à Djibouti et il nous a expliqué le nouveau visage de la Somalie. Ce n'est pas le visage que toute personne a de ce pays. La Somalie a évolué. La Somalie n'est pas uniquement un pays qui lutte contre le terrorisme. La Somalie a nettement évolué. C'est ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui. C'est d'abord le combat pour l'économie, la stabilité, la construction. Ils sont passés dans la phase de construction. Ce n'est plus, ils ne sont pas dans la phase de la lutte contre le terrorisme, même si la lutte contre le terrorisme a toujours sa place. Mais ils sont passés au-delà.
ils sont passés dans la phase de développement de leur pays. Et nous, nous sommes à leur côté. Ce sera bénéfice pour le peuple somalien, bien sûr, mais aussi pour le peuple djiboutien. Le développement de la Somalie c'est un grand pays. C'est pas comme Djibouti. La Somalie, c'est un pays qui a plus de 35 000 de côtes. Il y a la mer. C'est un mer très poissonneux, ça il faut le savoir. Ils ont 2 fleuves permanents dans leur pays. Vous avez la mer, vous avez l'eau, vous avez les montagnes, vous avez le climat. Qu'est-ce qui reste? C'est un pays riche, potentiellement riche. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc maintenant, ils sont passés dans cette phase de développement. Merci Ali donc pour toutes ces précisions. Et concernant toujours le grand voisin somalien, le président de la République Ismaël Omar Guelleh est revenu dans une interview qu'il nous a accordée sur la situation dans ce pays frère et les différentes actions menées par les forces de l'AMISOM de maintien de la paix. On écoute le chef de l'État. Si vous consultez les archives de la BBC, nous avions déjà évoqué la situation sécuritaire et la présence en Somalie de l'AMISOM. Nous avions affirmé haut et fort à l'époque qu'aucune présence militaire étrangère venant de l'extérieur ne serait d'aucune utilité pour la Somalie. Cependant, du côté des dirigeants somaliens, on a préféré qu'AMISOM prolonge quelque peu encore son assistance sécuritaire dans le pays. De l'autre côté, l'armée somalienne ressentait une profonde frustration. Il est avant tout primordial à nos yeux que toute aide ou soutien financier et logistique accordé ou déboursé par les bailleurs de fonds habilités doit automatiquement et avant tout être octroyé à l'armée somalienne pour que cette armée atteigne peu à peu un niveau d'efficacité et d'autosuffisance adéquat et que les forces étrangères, je dis bien les forces étrangères puissent se retirer par étapes. Et qu'enfin, les vrais patriotes et citoyens du pays doivent se battre pour défendre la patrie au lieu de s'adonner à des conflits fratricides sans issue. Cela serait une bonne chose que les Somaliens défendent eux-mêmes leur propre terre. D'autre part, aux bailleurs de fonds de tous bords qui sont indécis et menacent régulièrement de couper les fonds accordés à la Somalie, je leur dirais tout simplement: faites ce que bon vous semble, mais sachez qu'il ne reste qu'une très courte durée, vu que l'armée somalienne est bien organisée et complètement aguerrie. Celle-ci maîtrise bien son milieu et connaît parfaitement son espace d'intervention, ainsi que la mission qui lui est confiée. L'armée somalienne est en train de suivre des exercices, des manœuvres intensifs et hautement accélérés. Il manquerait uniquement à cette armée soit de restaurer des camps déjà existants, soit de restaurer les camps déjà existants, ou d'en construire de nouveaux, soit de reprendre sous peu le camp actuellement occupé par les soldats de l'AMISOM. Il suffirait pour cela seulement de trouver les fonds nécessaires. Ainsi, nous pouvons au fur et à mesure nous passer de l'assistance militaire d'AMISOM. Il faudrait seulement un peu de temps et de la patience. Moi, j'apprécie les optimistes comme moi qui voient toujours le bon côté des choses. Je crois que désormais et dorénavant, la Somalie ne peut plus être targuée d'une contrée maladive ou mal portante. Cela relève du passé. La Somalie est bel et bien debout et se porte bien. C'est aux Somaliens de gérer ses propres affaires et de se suffire à eux-mêmes. Il demeure par-ci, par-là quelques petits conflits internes que j'espère se régleront le plus vite et le plus tôt possible. Mais s'agissant de l'état d'esprit au niveau gouvernemental, tout va très très bien. Le gouvernement en place est bien lancé. On sent même qu'il y a un début de communion et de bonne entente entre l'État et les citoyens qui gouvernent. Les mauvaises langues qui prédisaient en temps ou parlaient d'un État non consistant et crédible, voire instable, seront déçus, car même les concerts des nations, le reste du monde, se dit optimiste quant à l'avenir de la Somalie et il s'intéresse de plus en plus à ce pays. La désespérance à son égard n'est plus de mise, c'est du mauvais passé.
Et avant la rencontre du Premier ministre somalien avec le président de la République, une réunion de travail s'est déroulée ce matin à la primature entre les autorités djiboutiennes et le Premier ministre somalien et sa délégation. La réunion de travail a été présidée par le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamel Mohamed en présence de plusieurs membres du gouvernement dans les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Communication, le secrétaire général de la primature, le président des autorités des ports et plusieurs hauts responsables dans les collaborateurs du Premier ministre. La délégation somalienne a été présidée par le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé qui effectue sa première visite à Djibouti à la tête d'une importante délégation. Et durant la réunion, les discussions ont porté sur le renforcement des relations existantes de longue date entre les deux pays et les voies et moyens de trouver de nouvelles opportunités de coopération entre Djibouti et la Somalie, deux pays dont la relation va au-delà du simple voisinage. Le Premier ministre somalien a remercié les autorités pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation et à lui-même et a remercié le peuple et le président de la République pour leur soutien constant en faveur de la Somalie depuis des décennies. Et dans une brève introduction, le Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamel a d'emblée précisé que les sacrifices et les efforts consentis réciproquement à chaque fois que les circonstances l'ont exigé sont une preuve de l'interdépendance et des liens séculaires, ajoutant que le peuple djiboutien en premier, le président de la République, resteront toujours donc aux côtés du peuple frère somalien et de l'État somalien pour soutenir le processus de stabilisation et de reconstruction. Et dans l'actualité également à Djibouti, donc de nombreux projets d'investissements internationaux soulignent une nouvelle dynamique d'émergence. Le 22 février dernier, donc la République de Djibouti a mis fin de manière anticipée à la concession de Doralé Conteneur Terminal, structure dont DP World est actionnaire et opérateur. Cette décision a été prise après de multiples tentatives infructueuses de renégocier avec DP World un contrat qui était manifestement contraire aux intérêts fondamentaux de la nation. Cette résiliation constitue donc une décision souveraine inscrite dans le cadre d'une procédure légale prise au terme d'un processus transparent. La résiliation du contrat n'a pas empêché, bien au contraire, de nombreux opérateurs portuaires de témoigner de leur confiance et de leur intérêt vis-à-vis de la nouvelle structure publique en charge du Doralé, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. L'armateur singapourien PIL a signé un accord en mars dernier pour accroître d'un tiers le trafic de transbordement traité par le terminal. De nombreuses discussions sont en cours avec d'autres acteurs majeurs du secteur. La productivité du site est en nette hausse depuis la reprise de la gestion par des cadres djiboutiens. Les ambitions de Djibouti ne se limitent pas au port de Doralé. Les investissements majeurs en cours, les montants engagés témoignent de la confiance des partenaires internationaux. Ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, port minéralier de Tadjoura, port de Goubet, port multipurpose de Doralé, lancement du chantier de la nouvelle méga zone franche de Djibouti à Rorambado, lancement de la zone franche de Damerjog, pour ne citer que ces grands projets. Plus récemment encore, un accord ambitieux a été conclu dans le domaine de l'énergie. Ces projets majeurs s'appuient sur un cadre macroéconomique et réglementaire particulièrement attractif. Et pour plus de précisions concernant donc cette situation, je vous propose de suivre une nouvelle fois donc la déclaration du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il faut dire que nous avions renvoyé personne. La compagnie appelée DP World ne s'appelait pas à l'époque DP World, mais elle se prénommait Dubai Port. Il n'y avait ni le terme international ni World. Quand DP World est arrivé ici à Djibouti, on l'avait sollicité pour un objectif donné. Les conseils français de DP World ont entre autres fait entendre à cette compagnie que Djibouti était un endroit stratégique. Notons que l'essence originelle de port n'est rien d'autre que porte d'entrée, vous en conviendrez. Une porte d'entrée de marchandises importées et de navires les transportant. Un port, c'est également un centre d'échanges commerciaux, comme nous le faisions avec notre voisin enclavé, et comme nous le faisons avec notre voisin enclavé, à savoir l'Éthiopie. C'est une plus-value de plus. Si on prend l'exemple de Singapour, c'est un port pas tellement grand, mais qui génère beaucoup de bénéfices au niveau de ses ressources d'origine portuaire. Car Singapour possède le plus grand nombre de ports qui sont en même temps prolifiques.
Comment, me direz-vous? Tout simplement grâce à ses prestations de services efficaces au niveau de ses innombrables ports et son système performant appelé communément transshipment. Singapour n'a pas besoin que ce gros navire fasse le tour des ports mondiaux. Ces navires embarquent en un seul voyage 10 000 à 20 000 conteneurs. Ensuite, ils débarquent la marchandise conteneurisée sur plusieurs sites portuaires installés dans chaque recoin ou région. Par la suite, de petites embarcations prennent le relais pour les acheminer dans le reste du pays, toujours par voie maritime. Si je reviens à Dubai Port, la région de Dubaï en soi est située géographiquement dans un creux, une sorte de crévasse. Quant à Djibouti, c'est une façade maritime. Ce sont deux positions diamétralement opposées. Dubaï a voulu se désenclaver et a eu besoin de s'associer avec un autre port lui servant de relais de port d'entrée au niveau international. Sachez qu'à l'époque, nous avons fait appel à Dubai Port pour qu'ensemble nous profitons du marché d'échange import-export appelé transshipment. Ce fut une transaction avec des accords gagnant-gagnant, où les deux parties seraient toutes deux bénéficiaires. Soulignons que la société issue de cette association, Dubai Port Djibouti, était non seulement installée ici à Djibouti et était majoritairement sous notre tutelle, sachant que la plus grande part des actions nous appartenait. Donc nous étions de facto les actionnaires majoritaires. Au fil du temps, Dubai Port a élargi ses activités en s'installant à Aden, Jeddah, Algérie et dans d'autres ports du sud-continent asiatique. C'est en ce moment que le nom de DP World est apparu. Je dirais, a surgi. C'est là que tout a commencé. Il faut dire que c'était un peu de notre faute, car le contrat de management signé entre Dubai Port et nous n'était guère en notre faveur. Au départ, notre volonté était de rassurer. Notre volonté de rassurer les autorités portières de Dubaï en leur proposant de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités d'ouverture vers l'extérieur. C'était aussi pour Dubai Port sa première expérience, sa première association du genre. Vous connaissez la suite des événements, avec des conflits, des joutes constants, des menaces latentes de procès. Soulignons au passage que nous avions proposé à nos associés de Dubaï de nous mettre sereinement à la même table et de revoir ensemble nos comptes. Précisons que tous nos crédits vis-à-vis de DP World étaient à 100% épurés. DP World a refusé nos propositions légitimes et tous nos recours furent vains. DP World s'est enrichi sous nos yeux, a voulu nous imposer son dictat, son quota, ce qui était inconcevable. DP World oublie que cela ne fonctionne pas ainsi et que le monde ne va pas comme il le désire. Je fais bien sûr allusion aux associés de DP World. En tant que chef de l'État, guide suprême d'un pays souverain, la Constitution m'impose à protéger mon pays et ses intérêts vitaux. Aussi, je résiliais le contrat d'administration de management signé avec DP World auparavant, tout en respectant les juridictions en vigueur. Il faut rappeler qu'à aucun moment nous n'avions refusé que ce port DP World nous appartenait mutuellement par un contrat d'association et que DP World était toujours bénéficiaire de leurs 33% d'actions. Il faut souligner aussi qu'il faut le minimum en se respectant en ce qui concerne les actionnaires majoritaires et minoritaires. Il y a pour cela des règles mondialement reconnues et en vigueur. On se devait de faire la part des choses, chaque partie tenant compte de l'intérêt de l'autre. Mais quand une partie veut illégalement dominer et léser l'autre partie, il est plus que légitime de lui indiquer ses limites. Et dans le reste de l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à la reine du royaume de Danemark, Sa Majesté Margrethe II, dont le pays célèbre sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de santé et de bonheur à la reine Margrethe II, ainsi que davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami danois. Je forme le vœu sincère que la nation amie danoise poursuive son développement et son rayonnement, a écrit en substance le président Guelleh. Nul doute que le royaume du Danemark est un exemple à suivre pour tous les pays qui aspirent légitimement au développement social, a poursuivi le chef de l'État. Et le président Guelleh a en outre souligné que le gouvernement et le peuple djiboutien sont disposés à promouvoir et à développer davantage les relations d'amitié et de coopération avec le royaume du Danemark.
Sous la présidence du député Abdelrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie mercredi 6 juin pour l'examen des textes suivants. Projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et la Banque Exim de Chine pour le projet transfrontalier d'adduction d'eau pour la phase 2. Et projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre la République de Djibouti et le fonds de l'OPEC pour le développement international et portant sur le financement du projet de route d'accès au port de Tadjoura. Pour le premier texte, la séance s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage chargé des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale. Et pour le second, la réunion a vu la participation du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa. Et au terme d'un débat constructif, les deux projets de ratification subventionnés ont reçu l'avis favorable des commissaires pour sa transmission et adoption en séance publique. À l'instar des autres régions, les forces armées djiboutiennes, installées à Arta, ont célébré le 41e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne qui a été célébré hier 6 juin. Tôt le matin, les FAD, sous la direction du chef de corps du lieutenant-colonel Ibrahim Ali Farah, étaient en position pour cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de la population de la région d'Arta, avec à leur tête le préfet de la région, Abdullah Darar, accompagné du président du conseil régional et des principales autorités de la région. Et devant la troupe, le message du chef d'état-major a été lu et contenait l'évolution du FAD depuis sa création et les perspectives de renforcement de ses capacités. Par la suite, l'ensemble des forces armées ont défilé devant la foule qui était venue participer à la 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes, qui est la principale institution militaire qui a pour mission notamment de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Officiers, sous-officiers et militaires d'Iran, ce rendez-vous annuel nous permet de rappeler les réalisations majeures accomplies au cours de l'année écoulée et de tracer une feuille de route pour les années à venir, en vue de concrétiser nos engagements envers notre chère nation. L'institution militaire a connu ces dernières années une évolution remarquable qui découle d'une ferme volonté politique visant à faire de nos armées un outil performant. Je pense tout d'abord à nos soldats qui sont engagés jour et nuit à nos frontières au service de la patrie pour préserver notre intégrité territoriale en dépit de toutes les difficultés. Nous tenons à saluer leur sens élevé du devoir et leur persévérance dans l'accomplissement de leurs tâches. اللهم أنت الرحيم فارحمه يا أرحم الراحمين.
Cérémonie similaire observée également dans la région de Dikil à l'occasion du 41e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes survenue le 6 juin 1977. Et c'est tôt le matin donc que les forces armées djiboutiennes sous la direction du chef de corps, le colonel Driss Omar Elayé, pour le RIAD, le régiment interarmé de Dikil, était en position pour cette cérémonie qui s'est déroulée en présence donc de la population de Dikil, des principales autorités de la région de Dikil, dont le préfet Mohamed Chekho, le président du conseil régional Abdelrahman Yoris. Et devant la troupe, donc le message du chef d'état-major a été également lu, contenait donc l'évolution et le parcours donc depuis sa création des forces armées djiboutiennes. L'ensemble des forces armées donc ont défilé par la suite devant la foule okaroise venue participer donc à la célébration du 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Et la cérémonie donc a débuté par le passage en revue des troupes donc alignées par le chef, donc le commandant de Riyad, donc le colonel Idriss Omar Elayé, accompagné donc du préfet de la région de Dikil, Mohamed Chekho Hassan. Aujourd'hui, les Djiboutiennes et les Djiboutiens se rejoignent à nos forces armées pour célébrer notre 41e anniversaire. Et par la suite, donc, une gerbe a été déposée donc au pied du monument des martyrs tombés sur le champ d'honneur par le préfet et le président du conseil régional de la région de Dikil. Et une fatiha a été lue donc en leur honneur. Fête et réjouissance également pour la célébration donc, de ce 41e anniversaire des forces armées djiboutiennes, cette fois-ci à Douméra, sous le commandement du colonel Aden Douale Warsama. Le colonel donc a procédé à la traditionnelle revue des troupes de différents corps des FAD basés à la frontière. Cette célébration a vu également la participation du sous-préfet de la région d'Obok. Et après le passage donc et le salut militaire devant les soldats des divers corps, le colonel Aden Douale Warsama a lu d'un ton solennel un long discours du commandant de l'état-major général des armées, puis un défilé militaire donc sur un passage jalonné des couleurs nationales s'est ensuyé. Le colonel Aden Douale Warsama a déposé donc une gerbe de fleurs au monument des martyrs érigé donc sur un endroit de la caserne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, ce rendez-vous annuel nous permet de rappeler les réalisations majeures accomplies au cours de l'année écoulée et de tracer une feuille de route pour les années à venir en vue de concrétiser nos engagements envers notre chère nation. Face aux incertitudes que vit le monde aujourd'hui, qui ne mettent pas notre pays à l'abri, notre responsabilité est grande.
الذين قتلوا في سبيل غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم إن أحييتهم منا فأحييه عن الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه عن شدة تماجل جنرال دغمي أبوزا أمريكا بك أيت إجباس ديارنا له جيبوتي هرمي أنكع كوكيتا ترول برسليو رياو كينيو يقدي ما بلينو يسقلب بلينو شعبي أرمي سيجود دبلالا فردلب سيسي أذن دو علي أيتكم أيا حيوب برفي قوبه لك حيو ركاكي أبا قوبه لك حيوب مكابر ركيبه لك بكاراي حلويك أي تجيب بهاي سيا دياره نلو بلا يدي بدا ميرو وبرقا وحرد سوق اليو كاش ما كان ندي رياضه. En nouvelle nationale, toujours santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi, qui a paraphé avec le représentant de l'OMS, Dr Monder Letaef, et son équipe un plan de travail biannuel 2018-2019 qui englobe toutes les activités qui seront menées conjointement entre le département de la santé et l'organisme onusien pour les 2 années à venir. La cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du ministre en présence du secrétaire général par intérim et de la directrice Fatouma Ali et de nombreux conseillers et directeurs des programmes. En effet, le nouveau plan de travail 2018-2019 prend en compte les domaines d'intervention à travers lesquels l'OMS apportera son soutien financier et son expertise donc technique dans le cadre de la réforme engagée par le département de la santé. À noter également la mise en place d'un comité mixte qui est chargé donc du suivi et de l'évaluation des actions inscrites dans ce plan de travail 2018-2019. Et dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi, qui est donc a indiqué que ce nouveau plan de travail regroupe un faisceau d'activités donc essentielles pour l'amélioration de notre système de santé. Le ministre a également rappelé que ce plan de travail s'inspire de la politique sanitaire mise en œuvre par le président de la République. On l'écoute. Au nom du ministère de la Santé, à mon nom propre, le représentant de l'OMS et son équipe, pour la préparation avec mon équipe depuis un moment de ce plan de travail de 2 ans, montant global de 2 132 650 $, ce qui équivaut plus ou moins à dans les 380 millions de francs de Djibouti. Ce plan de travail surtout a des sous-thèmes très importants dans lesquels il y a les maladies transmissibles, il y a les maladies non transmissibles, il y aura tout ce qui est promouvoir la santé à tous et dans les différentes étapes de la vie, le système sanitaire, le renforcement du système sanitaire, la préparation et la surveillance des ripostes d'épidémiologie et des urgences, et il y a le programme des urgences de santé. Ce sont les priorités du ministère de la Santé. Nous remercions infiniment l'OMS. Cela est en phase avec les priorités nationales et surtout les instructions que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, nous a données sur la question sanitaire, dans lesquelles surtout la riposte de différentes épidémies étant une des thèmes très importants. Nous allons, Inch'Allah, travailler d'arrache-pied ensemble, main dans la main, pour pouvoir, plus vite possible, mettre en place ce projet et à faire avancer les activités au plus vite possible pour le bénéfice de la population djiboutienne. Rappelons aussi que j'étais nommé récemment vice-président de l'Assemblée mondiale de la santé. Donc cela aussi nous renforcera encore plus la relation entre l'OMS et la République Djibouti et l'OMS et le ministère de la Santé. Et cela... Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf Moumin Hassan Barre se trouve à Paris où il a pris part aux travaux de l'Assemblée générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, relative à la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. Notre ambassadeur en poste en France et accrédité auprès de l'UNESCO, Ayed Moussaïd Yahya, accompagne donc le ministre. Le ministre s'est rendu en France à la tête d'une importante délégation. Et par ailleurs figure donc dans l'agenda de ce déplacement le renouvellement d'une partie des membres du comité intergouvernemental, 12 exactement, dont le mandat est arrivé à terme et auquel notre pays se porte candidat pour la première fois. Moumin Hassan Barre a également eu une visite de courtoisie avec Firmin Motoko, adjoint directeur général de l'UNESCO pour l'Afrique. Et plusieurs sujets relatifs au développement culturel et à l'appui donc de l'UNESCO ont été abordés. Monsieur Firmin a assuré donc notre ministre de son soutien.
La ministre de la Famille et de la Famille, accompagnée d'une importante délégation de l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, a pris part donc à la 12e édition des Journées européennes du développement. Chaque année, la Commission européenne organise ces Journées européennes du développement durant 2 jours. Ces rencontres sont devenues une référence grâce à la qualité des débats de haut niveau qui favorisent les partenariats et l'innovation. Cette année, le thème de ces journées mis à l'honneur est les femmes et les filles à la pointe du développement durable, protégées, autonomiser et investir. À travers ces thèmes, donc, l'Union européenne vise à aligner ses engagements avec ses programmes de soutien, la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes, et a été également abordée lors de cet événement. Des personnalités imminentes ont été invitées pour participer aux différentes activités et manifestations prévues. Madame la ministre de la Femme et de la Famille a assisté à la cérémonie d'ouverture présidée par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, qui a prononcé un mot d'ouverture expliquant le choix du thème général de cette année. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a invité donc ce matin à son cabinet une délégation de la direction des statistiques et des études démographiques, la DIZED. Rappelons que la DIZED est une institution étatique chargée d'assurer la coordination technique des activités du système statistique national et de réaliser les activités de production et de diffusion des données statistiques pour les besoins du gouvernement, des administrations publiques, du secteur privé, des partenaires au développement et bien sûr du public. Pour le secrétaire d'État qui est à l'origine donc de cette rencontre, la collaboration entre ces deux institutions devait être envisagée dans le sens où il fallait indéniablement mettre en place une stratégie nationale de statistiques sur la jeunesse djiboutienne et le sport que cette dernière pratique. En effet, conformément à la feuille de route tracée par le chef de l'État qui a donné donc instruction afin de prioriser et multiplier les actions en faveur de la jeunesse. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Ali. Donc Ali au Burundi, Pierre Nkurunziza dit qu'il ne se présentera pas à la présidence en 2020. Effectivement, le président burundais Pierre Nkurunziza a fait une annonce surprise jeudi déclarant qu'il ne participera pas aux prochaines élections présidentielles de ce pays en 2020. Cette annonce intervient peu de temps après la promulgation de la nouvelle constitution de ce pays récemment approuvée par référendum. Les amendements à la Constitution ont prolongé le mandat présidentiel de 5 à 7 ans et ont donné à Nkurunziza l'opportunité de demander 2 mandats supplémentaires commençant en 2020. Le Burundi est prolongé dans une grave crise politique depuis l'annonce de la candidature controversée de Nkurunziza pour un 3e mandat en avril 2015. La violence qui a accompagné cette crise a fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017. Et enfin, Ali, donc, en Irak, c'était dans les titres de cette édition, le Parlement a ordonné un nouveau décompte des voix suite aux élections. Le Parlement irakien, Ahmad, a ordonné effectivement un nouveau décompte des voix manuel cette fois-ci et limogé la commission ayant supervisé les législatives près d'un mois après ce scrutin remporté à la surprise générale par Moqtada Sadr après plusieurs tentatives qui avaient échoué faute de quorum. 173 députés sur les 328 que compte le Parlement sortant se sont réunis pour une session extraordinaire. Ils ont voté en faveur d'un nouveau décompte manuel de l'ensemble des urnes du pays, c'est-à-dire près de 11 millions de bulletins de vote depuis la tenue du scrutin le 12 mai et l'annonce 2 jours plus tard des premiers résultats. La confusion règne en Irak. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.